Perfetto. Finché non sono sicura che funziona, non lo faccio. No, non c'è problema, assolutamente. Aspettiamo il post e condividiamo il tuo post. Esatto, adesso appena lo metto. Io tra l'altro appunto... Posso chiederti una cosa, quando dici che fai foto intendi lo screenshot? Carino, per forza. Sì, ok, no, perché Puoi farle anche tu, io pensavo di farlo, ovviamente. quindi ci riscambiamo dopo. Assolutamente, fai tranquilla, perché io Ok. ovviamente dovendo aiutare per le PowerPoint non posso fare nulla in No, termini di esatto, quindi dimmi social. anche tu come posso aiutarti in caso. No, tu vai social così io poi faccio share. Florenza, ti dispiace darmi l'host per poter far partire un Florence, attimo? Poi io ti do il cost. tu peux me donner le Just one other micro? information. I want to share with you, perhaps Maria will do it later. Je voudrais vous expliquer aussi World Refugee la Day question du hashtag si vous voulez mettre World Refugee Day 2020. Donc, si vous voulez partager en utilisant le même hashtag. So, Florence, I think we can start. Florence, can you give me the host for 2 minutes? No, don't worry. Tranquilla. I think, Maria, you have the flow. Thank you, Patricia, for going over all Merci, Patricia, pour cette exposition de problèmes techniques. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Merci tout le monde. Merci pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui pour favoriser. Donc, bonjour pour certains et bonsoir pour d'autres. Je m'appelle Maria et je travaille ici dans le centre du service des réfugiés à Rome, qui est à quelques minutes de la WISC. Aujourd'hui, nous allons traiter de la mobilisation et de l'impact du COVID-19 sur l'immigration dans le monde. La dernière semaine, les rapports des Nations Unies montrent qu'il y a plus que 80 millions de personnes et beaucoup plus de 9 millions quittent leur pays et nous devons savoir que tout ceci leur cause de beaucoup de rejet. C'est un très large nombre, mais comme les groupes vulnérables vraiment font face à beaucoup de difficultés, nous voyons que le pape, dans sa lettre pour la Journée mondiale du réfugié 2020, il s'exprime en disant qu'il ne s'agit pas de statistiques, mais de personnes réelles. Si nous ne rencontrons pas ces personnes, nous n'apprenons pas à les connaître et en sachant plus sur leur histoire, nous serons en mesure de les comprendre. Aujourd'hui, nos meilleurs orateurs venus de différentes parties du monde partageront leur expérience de proximité et de service aux migrants et aux réfugiés, nous aidant ainsi à nous concentrer sur le grand nombre de personnes qui sont associées à cette réalité. Avant de commencer, une petite note logistique. Nous aurons le temps de poser des questions à la fin, donc je vous prie de les tenir, d'attendre. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et voilà, vous pouvez aussi utiliser le hashtag World Refugees Day 2020. Donc, pour ne pas tarder, je vous présente Carolina Gottardo, qui est la directrice du service jésuite des réfugiés en Australie. Caroline est une avocate et économiste spécialisée dans les questions de migration. Elle a travaillé depuis plus de 20 ans sur les questions des droits de l'homme dans différentes régions du monde,
actuellement directrice du service jésuite des réfugiés. Elle est également présidente du groupe Femmes, Genre et Diversité. Caroline est membre d'un groupe d'experts mondiaux des Nations Unies qui travaille sur les femmes et la migration. Elle fait partie aussi du conseil d'administration de la Coalition internationale sur la détention et de la Coalition mondiale pour les migrations. Voilà, je te passe la parole, Carolina. Carolina? On a perdu Carolina? Carolina, il faut que tu mettes ton micro en modalité. Ah, ok, sorry. So I was saying good morning and buenos Je dias, voudrais dire bonjour buongiorno, good afternoon for dans some toutes les people in langues different parts of the world. Thank à you tous so ceux qui much nous rejoignent de to partout dans le monde. International and to Merci pour you, l'Union Florence team, for internationale inviting me des to participate in this very, euh, very relevant and voilà, important de event m'avoir invité pour for World Refugee participer Day 2020. à ce webinaire en occasion Every corner of our de la journée mondiale. challenging for Euh, refugees, for people dans un who moment de are grands displaced défis people and migrants pour around les the réfugiés, pour les personnes déplacées. I would like to start with one of Donc, those powerful quotes from je Pope voudrais Francis. commencer par une And it's citation that du the pape precariousness François. we have come to experience is La unprecedented précarité in the qu'on est en lives train of d'expérimenter indigenous people. a un And if grand we think impact about dans the la vie des the personnes path through it déplacées. and how many people Si nous touch it, pensons because à if we think about combien cette refugees and citation migrants, est they are vraie, people who have already been nous marginalized pensons que before the ce COVID-19 sont crisis seulement and who have des had quite precarious lives nombres, before. mais So ce sont des think about personnes for qui ont instance, a souffert detention même center avant or a le refugee camp. Covid-19, Think about the limbo and the qui se time trouvent dans waiting, des camps, des not réfugiés, only in kind of qui urban attendent settings ceux that qui are struggling sont to make les ends meet déplacés dans and plusieurs safe conditions, migration, that circonstances. really most of them have their human rights breached La and are not treated majorité with the dignity and n'ont respect pas des that they droits, deserve. leurs droits humains ne sont pas So reconnus. the problems Donc, experienced by refugees, les migrants, problèmes people seeking protection, expérimentés par and les displaced people réfugiés, really les immigrés, predate the COVID-19 euh, pandemic. sont It's just that vraiment they have been intensified, they au-delà have been enhanced. ils ont toujours été en anticipation par rapport au problème du Covid-19. Le Covid-19 a seulement accentué la gravité de la situation. Donc, ce que nous avons, c'est que le Covid-19 a fait exploser une crise de protection de toutes ces personnes déplacées. On a vraiment la difficulté de prévoir l'avenir. Nous sommes tous angoissés partout où nous sommes dans cette période du Covid-19. Nous sommes appelés à porter de l'attention à la situation de ces personnes déplacées et, comme dit le pape François, comme il nous invite à le faire. Mais je voudrais parler un peu de la résilience de ces personnes déplacées parce que ils peuvent nous offrir beaucoup. Nous ne pouvons pas oublier la résilience parce que c'est au cœur vraiment des personnes que nous soutenons dans nos organisations. Je voudrais que vous gardez ça à l'esprit. Je vais commencer par la situation globale. Donc, le Covid-19 a vraiment touché ces personnes. Donc, dans les centres, c'est vraiment un défi. Comment vous pouvez vivre un isolement en distance, respecter les distances là où il y a vraiment une forte probabilité d'attraper le Covid-19. C'est vraiment un temps très fort pour moi dans le centre ou bien dans les camps de réfugiés. Si je pense à quelques exemples,
là où il y a des personnes qui sont positives au Covid et au nombre de personnes qui se trouvent dans une zone très limitée géographiquement. Et il y a aussi ceux qui ont le droit d'échapper de leur pays et de retrouver de l'aide dans d'autres pays. Voilà, je pense au problème de rejet, là où les personnes sont renvoyées, elles ne sont pas acceptées dans les frontières. Donc, quand je pense aux personnes qui meurent dans les océans, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans ces circonstances, au Malaisie, au Bangladesh. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas de chance, comme en Venezuela et Colombie. Il y a des situations tragiques comme celle aussi en Inde. Il y a des milliers et des milliers de situations similaires. Il y a aussi le besoin fort qui n'est pas reconnu à ces personnes déplacées, soit par rapport à la nutrition, soit par rapport aux mesures préventives qu'ils doivent avoir contre le Covid-19. Il y a vraiment une différence dans le traitement des personnes, des résidents fixes et des personnes et des personnes déplacées. Donc, ceci se présente dans plusieurs lieux dans le monde. Le secteur local, il y avait plusieurs personnes qui travaillaient parmi ces personnes déplacées et malheureusement, Carolina, can you just slow down a little bit for the interpreters? Of course. Sorry. Sorry. donc, est-ce que vous pouvez ralentir un peu pour les traductrices? Parce que, bon, alors, suite à la pandémie, l'économie a été aussi touchée et du coup, beaucoup de personnes ont perdu leur travail et sont actuellement incapables d'aller en avant, d'assurer les nécessités de base à leur famille. Il y a aussi la xénophobie. Il y a vraiment, comme en Malaisie, il y a beaucoup de problèmes de racisme qui montent à la surface et les victimes sont toujours les migrants. Et voilà, il y a plusieurs événements, incidents de racisme partout dans le monde. Je crois qu'il est aussi important de mettre en relief la situation des femmes qui est aussi influencée par la pandémie et la crise économique. Les femmes, il y a beaucoup de femmes qui travaillent d'une manière, disons, qui n'est pas officielle. Du coup, voilà, elles sont touchées par ça. Il y a aussi le problème de l'abus sexuel. Il y a beaucoup d'agresseurs qui vivent actuellement avec leurs victimes et à cause du confinement, ils sont obligés de rester dans la même maison, dans la même famille. Donc voilà un autre problème qui concerne les femmes. Voilà. Donc ceci se répète partout dans le monde.
quand on pense aux tensions, à tous ces problèmes, personnes qui demandent l'asile, euh, ce sont vraiment les impacts énormes de la pandémie. Il y a eu quelques aspects positifs, par exemple, les réfugiés et les migrants sont en train de répondre à cette pandémie. Ils sont soutenus et aidés par beaucoup de congrégations dans le monde, des missionnaires, des religieux et des religieuses. Il y a aussi une mise en relief, à la lumière, l'importance de la main-d'œuvre étrangère dans chaque pays, donc ceux qui travaillent dans le soin des personnes âgées, ceux qui travaillent dans les restos. Donc là, on reconnaît vraiment leur importance. En Europe, par exemple, il y a eu des initiatives de régularisation de personnes déplacées. Donc, tout ceci a été bon. En réalité, dans l'ensemble, il y a eu plus de précarité que d'inclusion. Et avec la pandémie, voilà, qui a touché toutes les économies du monde, nous n'avons plus un support suffisant. Il faut aussi prendre conscience de la crise de l'environnement partout dans le monde entier. Donc, il faut penser à tout ça. Je vais parler un peu de notre situation ici en Australie. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Je vais commencer par raconter des histoires. Donc, je vais parler de Niraj, qui est venu en Australie en demandant l'asile en 2019. Et puis, on a eu les incendies qui avaient dévasté toute l'Australie l'année dernière. Et Niraj était quelqu'un qui aidait durant cette crise des incendies. Il préparait le manger, les repas, il distribuait, il aidait. Durant cette crise, il a perdu son travail et il avait 40 euros, seulement $40, pardon, et là, il devait payer sa maison. Il devait payer, donc, voilà, on a essayé de l'aider. Et il y en a beaucoup qui ont une situation similaire, comme Laila, qui est victime d'abus sexuels, qui a trouvé un travail avec beaucoup de difficultés en 2017. Et à cause de cette pandémie, elle a perdu tout ça et on a eu beaucoup de personnes qui ont été influencées par le Covid. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur travail et le gouvernement australien, malheureusement, exclut complètement les personnes déplacées qui sont venues en Australie pour demander de l'asile. Voilà, donc ils ont un soutien quasi nul. Donc, nos services pour les réfugiés sont augmentés de 224%. Nous avons plus que 147 personnes qui travaillent.
mais nous n'arrivons pas vraiment à gérer tous les besoins. Nous sommes en train de distribuer de la nourriture pour pour plus que 700 personnes chaque semaine. C'est une collaboration énorme, c'est un travail énorme ici dans notre centre et nous le faisons depuis 11 semaines. Comme voilà, on a besoin de beaucoup d'ouvriers, de chauffeurs. Je vais partager avec vous quelques photos. Je sais pas, voilà, les photos. Donc voilà, on a aussi rencontré beaucoup de personnes qui souffrent de dépression, d'anxiété. Donc voilà, beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à la sécurité, à l'assurance médicale publique, disons. Et donc voilà, se trouve dans beaucoup de difficultés. La situation, donc voilà, il y a beaucoup d'initiatives pour aider des personnes à se mettre debout de nouveau. Donc, nous avons aussi perdu quelques volontaires parce que ils avaient des conditions de santé particulières, donc il fallait prévenir devant le Covid. Nous avions dû choisir d'autres. Puis on a essayé d'envoyer des personnes pour le soutien individuel. Donc, en tant qu'organisation, nous avons été résilients, nous avons multiplié nos services et nous croyons que c'est un problème systématique. Donc, nous essayons de répondre à tous ceux qui nous sont accordés pour en prendre soin. Donc, il serait mieux que le système et le gouvernement prennent en charge cette situation. Donc voilà, nous avons essayé de mener des contacts avec les autorités. Voilà, ici, il y a un groupe de leaders catholiques qui ont voulu, qui ont lancé une pétition pour demander au gouvernement, voilà, de soutenir et de regarder, de donner un peu de priorité à la situation des personnes déplacées. Quelque chose a été fait, mais nous attendons beaucoup davantage. Donc, pour conclure, donc, il y a vraiment une médaille à double face. D'une part, il y a les histoires des réfugiés, des personnes déplacées qui sont terribles, mais d'autre part, il y a aussi le soutien et l'aide des congrégations, des organisations, des missionnaires qui réussissent vraiment à porter beaucoup d'aide. Voilà. Là, il y a la photo d'une fille qui aide dans la distribution. Vous pouvez voir quelques messages de remerciement sur l'écran. Nous avons aussi des offrandes de papier de toilette. Donc, je vais montrer maintenant deux histoires très rapides.
l'histoire des religieuses d'une congrégation qui nous aident à distribuer la nourriture, à organiser les matières premières. Il y a des personnes, voilà, des membres de congrégation qui offrent gratuitement. Voyez la photo de la fille, elle est issue d'une famille musulmane qui a offert $7 000 en nourriture et durant Ramadan, ils ont offert cet argent et ils sont venus en personne pour préparer, voilà, les boîtes et distribuer. Il y a plusieurs histoires comme celle-ci. J'ai seulement voulu partager quelques-unes. Pour finir, je vais commencer je vais finir avec Pape François, avec lequel j'ai commencé. Son message pour la journée des réfugiés dans le monde. Nous ne sommes pas en train de parler de statistiques, de personnes, mais nous parlons des personnes, des membres, de leurs histoires. Le pape François nous demande continuellement d'accueillir, de promouvoir, de sensibiliser sur la situation des déplacés. Il nous invite à collaborer et grandir ensemble. Son message est très important. Durant cette pandémie, nous sommes appelés à écouter, à prêter de l'attention à la situation des personnes déplacées. Et je pense que c'est une invitation que nous devons vraiment prendre à cœur. Merci beaucoup. J'étais ravie d'être parmi vous. Thank you so much, Carolina. Thank you for your incredible work and for giving us Merci Carolina pour ton travail énorme, pour le compte-rendu que vous avez exposé sur la situation dans le monde, mais aussi en Australie. Donc merci, merci. Je vais passer à notre seconde intervenante, Sœur Carmen Elisa Bandeo. Elle est des missionnaires de l'Esprit Saint. Sœur Carmen est originaire d'Argentine. Elle est la coordinatrice du projet éducatif du service jésuite des réfugiés. Elle est en Grèce depuis novembre 2018. Elle avait déjà enseigné les jeunes en Argentine. Elle a conseillé les travailleurs migrants sans papier et les victimes de la traite des êtres humains au Taïwan. À Rome, elle a été secrétaire de mission pour sa congrégation et membre actif du groupe Justice, Paix et Intégrité au sein de l'Union internationale des supérieurs générales. Elle est également membre du projet intercongrégationnel de la WISC en Sicile. Elle a travaillé dans le projet du Centre Astalli en tant que bénévole avec les familles et les enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation à partager mon expérience avec vous et à être un peu l'écho de notre communauté au service des réfugiés en Grèce. Je m'excuse voilà, pour la brièveté. Je peux oublier quelque chose. Donc, je vais parler d'un projet. C'est un projet donc, que je vais présenter dans notre communauté missionnaire, serviteurs de l'Esprit Saint. Il s'agit d'un projet de province européenne qui a vu le jour en 2016, sera achevé en 2017. Nous l'appelons mouvement communauté en mouvement. On a besoin, voilà, nous voulons être une présence communauté de l'Esprit Saint contemplative, compatissante, au service des réfugiés.
être une maison ouverte, en particulier pour ceux qui travaillent avec les réfugiés et les demandeurs d'asile. Jusqu'en mars, nous étions 5 religieuses, Ada, Priti, Eva, Victoria et moi-même. Donc, notre service des réfugiés jésuites en Grèce est né en novembre 2015 en essayant d'offrir une assistance face à la crise. Comme toujours, les services offerts sont assurés par le personnel et un groupe de bénévoles. Comme nous, les sœurs font partie de cette communauté de bénévoles. Les projets que nous réalisons sont le centre d'intégration sociale Pedro Arrupe, où nous offrons un soutien aux enfants et adolescents réfugiés, immigrés et ou bien grecs sans distinction, en particulier ceux d'âge scolaire et aussi un soutien pour les familles. Carmen, perdón, tiene que abrir tu micro, perdón. Lo cerré yo por, perdón. Bueno, ¿desde dónde vuelvo? Ok. No sé en qué parte ahora habíamos quedado, pero habíamos Notre pensado en mi but, comunidad y en estos momentos también j'ai presentaba présenté ma que se communauté. lleva adelante el GRS, J'avais présenté ma communauté et je parlais du projet de centre de l'intégration sociale Pedro Arrupe, où nous offrons un soutien aux enfants, adolescents réfugiés, immigrés, grecs ou non, sans distinction, en particulier l'âge scolaire. Notre but est de promouvoir, je suis la coordinatrice de ce projet, notre but est de promouvoir l'intégration par un programme d'éducation non formelle, un cours de grec, d'autres langues, comment préparer son curriculum vitae, son CV pour jeunes et adultes. C'est aussi un espace sécurisé où nous réalisons des activités pour les enfants, artistiques, des activités artistiques, linguistiques, des cours de maths, des jeux. Le centre, il y a aussi dans le centre une section pour les femmes et les enfants. Nous cherchons à autonomiser les femmes réfugiées ou demandeuses d'asile en leur offrant une assistance sociale et médicale dans des divers ateliers, la possibilité d'avoir un espace sûr où elles peuvent prendre une douche, laver leurs vêtements, boire un thé. Bon, voilà, où elles peuvent acheter aussi gratuitement des habits, des articles ménagers, des jouets. Nous avons un autre projet qui s'appelle l'heure du thé. C'est un espace où ils peuvent socialiser, échanger des informations, jouer, tout en buvant une tasse de café ou de thé. 2 jours par semaine pour les hommes et 2 jours pour les femmes. L'une de notre sœurs est infirmière. Il est donc impossible de ne pas donner de conseils de santé lorsque nous sommes consultés, en ayant toujours recours aux plantes et aux remèdes naturels ou au massage, ce qui le rend plus accessible à notre peuple et le reconnecte souvent avec les pratiques de leur pays d'origine. Dans tous nos projets, nous travaillons en collaboration avec d'autres institutions comme Caritas, d'autres ONG, d'autres congrégations comme les missionnaires de la charité, Mère Thérèse de Calcutta, les bénédictines. Je dirais que nous avons formé une communauté de service. Je pense que nous avons formé une communauté de service dans laquelle les volontaires et les personnes travaillent pour aider ceux qui demandent l'asile, les réfugiés. Je vais parler un peu de la situation générale en Grèce. Les politiques gouvernementales, on avait commencé la construction de centres d'accueil qui a suscité et suscite beaucoup d'opposition de la part de la population locale, essentiellement en raison de l'emplacement de ces centres. L'achèvement d'une phase du programme d'aide et de logement financé par l'Union européenne
Ceci signifie que près de 11 000 personnes doivent quitter leur foyer pour faire place à un nouveau groupe qui doit être transféré dans des îles. C'est logique en soi et il existe un programme qui essaie de fournir un soutien, mais structurellement, les conditions d'une transition correcte ne sont pas données. Beaucoup de ces personnes iront vivre dans la rue. Une situation qui s'aggrave chaque jour, surtout ces jours-ci, selon notre directeur du centre jésuite des services pour les réfugiés. Toute la tension et la violence qui sont vécues en raison des relations avec le gouvernement turc, la manipulation des vies humaines à la frontière nord, l'arrivée de nouvelles personnes sur les îles déjà encombrées. Pour ne pas citer quelques-uns des problèmes qui se posent en Grèce. Vous pouvez les lire sur les journaux internationaux, dans l'édition anglaise des journaux grecs. Je ne veux pas entrer dans l'origine des conséquences, mais qui dépassent la Grèce et qui touchent l'ensemble de l'Union européenne. Je tiens à souligner que nous rencontrons tous les jours des personnes qui souffrent des conséquences de tout cela. Ces personnes ont un visage, une histoire, ont des rêves, des espoirs, des défauts comme chacun d'entre nous. Pendant la période de quarantaine imposée par le Covid-19, comme partout ailleurs, nous avons connu la fermeture de pratiquement tous les services et les restrictions de mouvement, de déplacement. Beaucoup de nos gens qui vivaient confinés dans les camps. Comme nous le savons déjà, Perdona la molestia, tienes que mover el micro fuera de tu camiseta. Tienes que tenerlo así porque se escucha un ruido que molesta mucho. Perdón. Así, Muy bien. perfecto. Gracias, Ok. perdona. Gracias. est-ce que tu peux mettre bien le micro parce qu'il y a un bruit continu. Bon, donc comme nous le savons, ce n'est pas la même chose dans une maison avec jardin, un appartement, électricité, Internet. Donc vivre dans les tentes ou les conteneurs des camps avec un accès très limité ou inexistant à l'eau, voilà. Beaucoup d'entre nous, voilà, vivent dans des maisons avec des jardins, des appartements, avec l'eau, l'électricité. Donc vivre dans les tentes et les conteneurs des camps avec un accès très limité ou inexistant à l'eau, aux toilettes, à l'électricité, à Internet. Beaucoup de nos gens vivent dans la rue ou dans des colonies. Ces services indispensables sont restés ouverts. Les supermarchés, les pharmacies, les hôpitaux, toutes les institutions ou les ONG ont été contraintes de fermer leurs portes et de réinventer leur présence et leur forme d'aide auprès des plus démunis. Beaucoup ont réussi, d'autres ont dû fermer leurs portes et attendre en gardant ouverte la communication par téléphone avec les personnes qui l'assistent. De nombreux réfugiés et demandeurs d'asile disposent d'une carte de retrait qui leur permet de retirer une somme d'argent en espèces. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pu l'utiliser pour différentes raisons. Le gouvernement, peut-être ils n'ont pas de l'argent, les distributeurs automatiques n'étaient pas disponibles, et cela affecte vraiment fondamentalement. Il y a des gens qui ne peuvent pas acheter la nourriture nécessaire. L'une des premières mesures prises par le gouvernement, qui a agi rapidement, et il faut le reconnaître, est l'un des facteurs qui ont contribué au faible nombre de cas et de décès dans le pays, a été la fermeture d'écoles. Un cycle complet de cours en ligne a été lancé grâce aux efforts de nombreux enseignants et responsables. Mais comme dans de nombreux pays, elle a mis en lumière les disparités sociales de la société grecque. Une des grandes difficultés était l'accès à ces classes pour les enfants réfugiés et demandeurs d'asile, vivant dans les camps, les hôtels, les appartements. En raison de la complexité du processus, du manque d'Internet, d'électricité ou de simple fait de n'avoir qu'un seul téléphone portable par famille,
Il convient de noter que ce problème a également été rencontré par les enfants grecs issus d'une classe sociale pour pauvres et les enfants, pour les plus pauvres et les enfants d'immigrés. Dans ce domaine, ainsi que dans celui de la santé et de l'alimentation, il est important de reconnaître la créativité et les efforts de nombreuses ONG qui ont cherché des moyens d'aider et de répondre aux besoins dans la mesure de leurs possibilités. Le numéro de cas et d'infections ont fait leur aide dans la limite de leurs compétences. Il convient de mentionner une autre réalité présente et peu évoquée dans les rues d'Athènes. Voilà. Donc, une autre réalité peu évoquée, dans les rues d'Athènes, on trouve de nombreux sans-abri, parmi lesquels un groupe important de toxicomanes. Ce sont des Grecs, des immigrés, des réfugiés, tous unis par le triste lien de la consommation de drogue et ses conséquences. Il existe un marché illégal de drogue de très faible qualité et donc très dangereux, dans lequel de nombreux jeunes réfugiés sont victimes de désespoir, de besoin d'argent. Beaucoup les utilisent et beaucoup sont utilisés par les trafiquants. Bref, la précarité dans laquelle vivaient les réfugiés avant Covid-19, tant dans les camps que parmi les réfugiés urbains, s'est accentuée. Notre expérience nos défis, toute cette situation avant le Covid-19 et actuelle, la situation actuelle, nous sommes obligés à développer l'imagination, activer la créativité. Nos projets, chacun respectant ses propres caractéristiques, on a essayé de chercher des moyens de continuer à fournir une aide en obéissant aux règles imposées par le gouvernement. Pendant la période de quarantaine obligatoire, nous avons continué à fournir de l'aide et des informations à ceux qui en faisaient la demande par téléphone. Nous avons publié sur la page Facebook les cours afin que nos élèves puissent continuer à étudier du matériel, des leçons. Dès que la situation s'est normalisée, nous avons ouvert nos portes dans les magasins pour la distribution des vêtements et d'autres articles d'hygiène personnelle. Le centre de jour pour les femmes et les enfants, qui bien qu'ils ne puissent pas continuer avec tous les ateliers, peut offrir des douches pour le lavage, ce qui est important pour les femmes. Les cours et dans le centre d'Arup, l'espace physique où le projet du thé a été développé ne peut pas être ouvert. Il a été remplacé par des paniers, par des boîtes, par des portions de nourriture pour les familles dans le besoin. Le groupe le plus touché est celui, à mon avis personnel, est celui des enfants, pour qui l'école et les activités proposées par les ONG constituent un espace dur, où ils sont autorisés à être des enfants malgré de nombreuses limitations. Cela est maintenant limité, exigeant de nous la créativité pour pouvoir les trouver, jouer avec eux dans les parcs et sur les places, préparer des jouets et pas seulement des vêtements ou de la nourriture. En ne passant pas autant de temps à l'intérieur de la structure où nous avons développé les activités, nous avons plus de temps pour nous asseoir et écouter leurs histoires. Nous avons gagné en qualité le temps que nous passons avec eux. Les relations se sont approfondies, ce qui nous permet d'entrer davantage dans leur monde. Je vais vous montrer quelques photos. Voilà. C'est une photo. Il y a des éléments communs. Nous sommes autour d'une table. Dans les deux cas, il s'agit de la cuisine. Dans la première photo, il s'agit de la cuisine du centre des réfugiés. Et l'autre, c'est la maison où vivent les volontaires. L'autre, donc, est la cuisine de la communauté. Dans les deux cas, nous faisons partie du centre des réfugiés jésuites. Je les ai choisis parce qu'elles représentent mon expérience en Grèce.
Voilà, comme l'a exprimé un volontaire, la cuisine est accueillante, elle invite au dialogue et au partage. Pour moi, personnellement, les projets et les expériences en Grèce m'offrent la possibilité de partager la vie de ces personnes dans leur quotidien. Nous pensons souvent qu'aider les réfugiés et les demandeurs d'asile, c'est le faire à travers des gestes héroïques que vous voyez à la télévision ou que vous publiez dans les journaux, vous voyez publier dans les journaux, et qui sont nécessaires et importants. Mais nous oublions que la vie est pleine de petits gestes quotidiens qui nous font sentir humains, comme le sourire, répondre 1000 fois à la même question avec patience, réaliser qu'aujourd'hui vous avez vu quelque chose de différent, en faire l'éloge, soigner un rhume ou penser une blessure, donner un conseil, accepter les éloges, donner des conseils. Voilà, des conseils sur le voyage, accepter leurs éloges, leurs opinions sur vos vêtements, accepter les bonbons qu'ils nous offrent, même le fait de devoir les avertir de quelque chose de mal fait ou de corriger des erreurs. Cette proximité permet de les connaître et de les accepter avec toutes leurs imperfections et leurs espoirs. C'est dans le quotidien que la vie se construit et je peux leur rendre leur dignité de personne. C'est une dignité qui leur a été enlevée tout au long de leur voyage vers les terres d'accueil. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas être appelés réfugiés parce qu'ils sont définitivement des femmes et des hommes, des personnes concrètes avec une histoire et un rêve à réaliser. Au début, lorsque j'ai commencé mon service comme volontaire au centre Arup à Rome, j'ai senti que chaque geste comptait et était important, que ma présence contribuait à leur donner de l'espoir. À Athènes, j'ai compris que l'espoir était et est présent dans leur cœur. J'accompagne simplement leur voyage, je les aide à le maintenir. C'est un peu comme que leur espoir est un feu et que j'apporte un morceau de bois pour le maintenir en vie. Je veux ajouter un élément d'importance pour maintenir leur espoir et je dois faire entendre leur voix sur la scène internationale, les plaidoyers. En tant que communauté religieuse, notre vie est comme une liturgie constante où nous plaçons la pauvreté et parfois l'impuissance de ne pas pouvoir aider dans les mains de Dieu. Et notre bon Dieu nous renouvelle et nous renvoie vers eux. Merci beaucoup en grec. Langue grecque, nous comptons sur votre soutien et vos prières. Thank you, Sister Carmen. And as you were Merci. speaking, I was thinking of how you are giving back dignity. Quand vous étiez en train de parler, je pensais comment vous étiez en train de rendre la dignité à ces personnes. Merci pour tout ce que vous faites avec les petits gestes. Je vais passer et j'ai l'honneur de présenter notre intervenant, Taban Patrick Cosentino. C'est un ancien jésuite réfugié du Sud-Soudan. Il est né au Sud-Soudan, mais est grandi en Ouganda où il a vécu pendant 19 ans. Il est l'un des bénéficiaires du service jésuite des réfugiés. Après avoir terminé ses études secondaires, il a été inspiré par les jésuites, travaillant avec le centre pour devenir jésuite, avec le service des réfugiés. Il est passé en temps de formation en Tanzanie, en Inde, en Éthiopie, au Kenya, et maintenant il est en Italie pour compléter ses études en sciences sociales. Il a récemment été nommé au conseil d'administration du service jésuite des réfugiés. Il est passionné par la justice sociale et l'éducation. Il consacre sa vocation à la défense des droits des personnes marginalisées. Donc, à toi la parole. Merci Maria. Merci beaucoup pour cette introduction. Et je vais vous dire
j'aimerais bien partager avec vous mon histoire en tant qu'ancien réfugié. Comment, quelle était ma vision du monde dans mon enfance, comment l'éducation est devenue une priorité pour moi et comment j'ai fini par devenir jésuite. Je réfléchirai aussi également avec vous au message du pape François à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Je terminerai par l'impact de la pandémie du Covid sur mes frères et mes sœurs réfugiés. Donc, je m'appelle Taban Patrick Cosentino. Je suis né au Sud-Soudan en 1987. J'ai grandi dans le camp des réfugiés de Magburu à Adjumani, en Ouganda. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Mes parents et mes frères et sœurs ont été répatriés au Sud-Soudan en 2018, puis ont été à nouveau contraints de partir en 2016. Actuellement, ils vivent dans des différents camps de réfugiés en Ouganda. Le nom Taban est un mot arabe qui signifie fatigué. Ce nom m'a été donné à la lumière des expériences de la guerre et il reflète également les expériences ultérieures des camps de réfugiés. J'ai vécu et entendu de nombreuses histoires sur ce que cela signifie de grandir en tant que réfugié. Être fatigué est une façon de voir les choses. Pour moi, il est important d'explorer d'autres perspectives afin de souligner non seulement les aspects négatifs de l'expérience, mais aussi la possibilité de dépasser les difficultés et l'amertume. Ma vision du monde en grandissant dans un camp de réfugiés était pleine de négativité, d'impuissance, la faim, la soif, la nudité, la solitude, la haine, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, j'ai commencé à voir que même si je me trouvais dans une situation indésirable, je n'y étais pas condamnée. Avec le temps, l'espoir s'est accru. J'ai commencé à reconnaître les bienfaits et les possibilités qui étaient présentes même dans cette situation. Je me souviens souvent des moments où la nourriture, les vêtements et d'autres besoins fondamentaux étaient insuffisants. Maintenant, quand je vois des enfants grandir dans une situation similaire, je ne peux pas me retenir de vouloir les écouter et de leur offrir tout ce que je peux pour les aider. Ayant été moi-même sur place, je peux facilement me connecter à leur expérience de manque et d'impuissance. Dans le camp de réfugiés, ce qui semblait le plus important était les besoins immédiats. Et pour moi, l'éducation n'en faisait pas partie. C'était ma mère qui m'a appris à considérer l'éducation comme une priorité. Quand j'avais 7 ans, elle m'a emmenée dans une école maternelle. Le premier jour de mon expérience, j'ai été choquée. J'ai chanté et on m'a donné de quoi manger pour le petit déjeuner, mais cela n'a jamais eu de sens pour moi. Le lendemain, j'ai dit à ma mère que je ne voulais pas aller à l'école maternelle. Puis elle m'a emmenée en section primaire où je n'avais pas besoin de certificat pour être admise. Le certificat consistait simplement à mettre ma main droite au-dessus de ma tête et à toucher mon oreille gauche. J'ai échoué au test, mais j'ai quand même été admise. Il n'y avait pas de salle de classe. J'ai suivi les cours à l'ombre des arbres et j'ai écrit sur le sol. Cela n'avait toujours pas de sens pour moi. Alors j'ai demandé à ma mère de s'asseoir avec moi pendant les cours. Sinon, je rentrais à la maison avec elle. Le drame de l'enfance a continué jusqu'au jour où ma mère m'a surpris avec une question qui a changé ma vie pour toujours. Elle m'a demandé, « Mon fils, que veux-tu dans la vie ?» J'ai répondu, « Maman, je veux que tu m'achètes un chien, une cassette radio et une moto, pardon. » Elle m'a regardée et m'a souri en disant, « Mon fils, je vais t'acheter un chien et une cassette radio. »
partiellement heureux, je lui ai demandé, et la moto? Elle m'a répondu, tu vas acheter la moto. J'ai été surpris et j'ai demandé, comment puis-je acheter la moto alors que je suis qu'un enfant? Elle m'a répondu, tu ne pourras l'acheter que si tu vas à l'école. Le lendemain, elle a tenu sa promesse et m'a acheté un chien et une radio, puis elle m'a dit de remplir ma part du contrat en allant à l'école. Voilà, de respecter ma part du contrat. Plus tard, je me suis passionnée pour l'école. J'ai travaillé si dur pour obtenir de bons résultats à l'école dans le but de m'acheter une moto. Ma mère a vu et m'a appris l'importance de l'éducation pour briser le cycle de la pauvreté et réaliser les rêves. Mon parcours de vocation sacerdotale jésuite a commencé lorsque j'ai été initiée à la foi catholique dans le camp. Après mon baptême, j'ai joué un rôle actif en tant qu'enfant de membre de la chorale. Cette expérience m'a fait connaître les jésuites qui travaillaient avec le service jésuite des réfugiés et offraient des services pastoraux aux réfugiés. Leur ministère et leur exemple ont suscité mon désir précoce de devenir prêtre. Plus tard, j'ai rejoint le séminaire. Lorsque j'ai terminé mon niveau ordinaire, j'ai eu le privilège d'obtenir le soutien du service jésuite des réfugiés pour terminer mes études de niveau avancé, voilà, mes études supérieures. Et j'ai travaillé avec eux dans la même période. C'est à travers cette expérience que j'ai vu comment les réfugiés souffraient et comment le centre les aidait à accéder à l'éducation, à devenir autonomes. J'ai commencé à considérer la vie jésuite comme un moyen possible d'avoir un impact dans la vie des autres. J'ai rejoint les jésuites en 2010 et le parcours de formation m'a conduit jusqu'à présent en Tanzanie, en Inde, en Éthiopie, au Kenya et maintenant à Rome, en Italie, où je poursuis mes études en sciences sociales. Il est difficile pour les enfants réfugiés d'imaginer ce genre de voyage. Et beaucoup d'entre eux, par manque de soutien, sont coincés dans le cycle de la pauvreté et du désespoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que je peux faire une chose. Je peux être une bénédiction en plaidant la cause des réfugiés, en participant à un événement, en soutenant, en priant, en faisant des dons. Je peux m'impliquer dans ce que le service jésuite des réfugiés fait pour transformer la vie de nombreux réfugiés en les accompagnant, en les servant et en défendant leurs droits. Le service jésuite des réfugiés a été une grande partie de mon histoire et de nombreuses autres histoires similaires. Je suis encouragée par le message de sa sainteté, le pape François, pour la Journée mondiale des réfugiés. Le pape plaide pour l'accueil, la protection, la promotion et l'intégration des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées. Il montre également comment ces efforts peuvent être améliorés par des actions concrètes. Il part du besoin de savoir pour comprendre, d'être proche pour servir, d'écouter pour se réconcilier, de partager pour grandir, de s'impliquer pour promouvoir, de coopérer pour construire. Ce message m'a fait réfléchir à mon expérience d'ancien réfugié et à l'impact que ces actions peuvent avoir dans la vie. Je vais proposer une réflexion sur 3 des actions concrètes proposées par le pape. À la suite de la guerre au Sud-Soudan, j'ai été déracinée et placée dans une situation de pauvreté extrême et de désespoir, où j'ai dû affronter la peur, l'incertitude, la faim, la nudité, l'impuissance et le désespoir. À un certain moment de mon voyage, je me suis sentie, comme le dit le pape François, accueillie, protégée, promue et intégrée. Et je peux penser aux actions concrètes qui se sont traduites par ces expériences. Être proche pour servir.
Pour servir efficacement, il faut être proche. Mon expérience travail avec le service jésuite des réfugiés en est le reflet concret. J'ai appris combien il est important d'être proche des réfugiés en étant immergé, en s'immergeant dans leur contexte afin d'avoir une expérience de première main de ce que sont les besoins, leurs besoins, et d'offrir une réponse de grande portée. Écouter pour se réconcilier. Une chose qui me tient à cœur, c'est l'écoute. Pour quelqu'un qui est vulnérable, que quelqu'un d'autre l'écoute, lui prête attention, peut avoir un effet transformateur sur lui. J'ai vécu cela aussi. C'est grâce à cette expérience que j'ai commencé à reconnaître les opportunités qui m'entouraient et que j'ai continué à grandir en confiance, en espoir, ce dont j'avais besoin. Non seulement pour poursuivre mes rêves, mais aussi pour voir comment mes inspirations sont liées à celles des autres. Donc, s'impliquer pour promouvoir. En tant que jésuite en formation, j'ai travaillé avec le service des jésuites des réfugiés au Sud-Soudan et j'ai partagé mon histoire avec les étudiants pour les encourager à rester optimistes et à faire de l'éducation une priorité. De plus, j'ai utilisé mon argent de poche pour payer les frais de scolarité et acheter les uniformes pour certains enfants qui étaient dans un besoin extrême. L'application dans la vie des personnes vulnérables est toujours une bénédiction. S'impliquer directement envoie un message à ces personnes pour qu'elles ne soient pas oubliées. Et cela me permet de rester au courant d'elles et des situations là où je me retrouve. Quand je pense à mon époque de réfugié, je ne peux pas m'empêcher de me demander comment les réfugiés vivant dans les camps font face à cette période de pandémie Covid-19. Avant le confinement, mes frères et sœurs réfugiés du monde entier étaient déjà en quarantaine, sans liberté de mouvement. Maintenant, les difficultés des restrictions sont pires pour eux. Pardon, être un réfugié, c'est être presque entièrement dépendant des autres. N'ayant pas de jardin à cultiver, les réfugiés doivent dépendre de la ration mensuelle des ONG. Je pense à leur routine quotidienne, comme la collecte de bois de chauffage, la recherche d'eau, la recherche de nourriture, la gestion de petits commerces. Habituellement, les réfugiés marchent plusieurs kilomètres d'un camp à l'autre pour retrouver les membres de leur famille disparus et leur rendre visite. La fermeture de ces camps a mis tout cela en attente. Quand je pense à la distanciation sociale, j'imagine ce que cela signifie pour une famille de 10 personnes vivant sous une même tente. Quand je pense au maintien de l'hygiène, je me demande comment cela est possible quand il y a une pénurie d'eau, même pour la boisson. Quand j'entends parler du confinement, je pense aux parents qui doivent chercher du pain quotidien pour leurs enfants. Et puis, il y a aussi le problème des écoles qui sont fermées, sans possibilité d'apprentissage virtuel. Que puis-je faire dans cet état d'urgence? La pandémie a certainement compliqué davantage les problèmes des réfugiés. Il peut s'agir d'enfants souffrant de malnutrition, de maladies, de grossesse non désirée chez les jeunes écolières, d'abandon scolaire, de dépression, de peur, de désespoir et même de perte de vie. Je peux faire une chose pour encourager l'espoir au milieu de toutes ces menaces. Je peux faire une chose pour être une bénédiction dans la vie de mes frères et des sœurs réfugiés. Je me sens encouragée par l'appel du pape François à des actions concrètes. Et je suis déterminée à continuer à chercher des moyens de faire de ce message une réalité partout où je me trouve. Merci pour votre écoute, pour avoir écouté mon histoire. Merci beaucoup, Taban. Merci d'avoir partagé avec nous ton parcours, d'être un exemple, de me donner l'exemple de quelqu'un qui a vécu dans le camp des réfugiés, pour l'honnêteté et pour aussi ta vocation.
Maintenant, je suis ravie de présenter Donatella Parisi. Oh, les photos. Voilà. Now, I would like to show for you the practical pictures that reflects Voilà, my ce sont quelques photos qui parlent de ma vie. This name Taban, as I mentioned earlier, is an Arabic word. Comme je l'avais dit, le nom Taban est un mot arabe qui... Also that. And I felt that, so I took it here. Ana Taban means I am. Je suis fatiguée. Ana Taban, c'est en langue arabe. Next, please. And this is the situation of how it means to Ça, be c'est a child. la vie d'un enfant réfugié dans un camp. Empty even up to inside. So that is how it C'est is l'entourage. for that particular child. And that was how my Voilà. journey was. C'est le regard de cet enfant exprime un peu ce qu'il vit. Young children growing up. Voilà, je suis... And I Quand je vois des enfants, je voudrais les écouter, être avec eux, going to etc. school is a priority. So for any Aller à refugee, l'école we are there to support. est une priorité. Donc, pour chaque enfant réfugié, il faut le soutenir, l'aider. Et This is how when I was trying to move around in the camps and trying to see c'est comme ça que je me déplace, what it means. que je visite les camps Many pour comprendre ce que ceci veut dire. Voilà, plusieurs personnes dans une même tente. listening to Être à l'écoute, entendre les enfants qui racontent leurs histoires. they need us more. Next. Ils ont besoin de nous. I shared the same story that I shared with you today. J'ai partagé la même histoire que j'ai partagée avec vous aujourd'hui, avec les enfants des personnes déplacées, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre quel est le but de leur éducation. Donc, voilà, je les ai motivés pour qu'ils puissent croire au succès. La joie que j'ai quand je vois des enfants qui fréquentent les écoles, quand je vois des personnes émancipées, contentes. Thank you, Taban. Okay, so now I will introduce Donatella. Je passe à Donatella Parisi. Graduating in law at Lewis University. Donc, après avoir fini les études en droit à l'université Luis Guido Carli de Rome et une thèse sur le droit international. Après l'obtention de diplôme, elle a poursuivi une carrière dans la coopération internationale qui l'a emmenée au Guatemala, Nicaragua, Salvador. Grâce à une bourse du Bureau des Affaires internationales de la Croix-Rouge italienne, elle s'est spécialisée dans le droit international humanitaire. Actuellement responsable de la communication, des relations extérieures au centre Astalli. Merci beaucoup à vous. Merci pour cette invitation au centre Astalli pour parler de la campagne que nous avons lancée à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Le centre Astalli cherche toujours à porter de l'attention à la situation des réfugiés et des immigrés durant cette période, parce que tous ceux qui s'intéressent au thème cherchent de raconter avec des mots différents qui sont les réfugiés, pourquoi ils arrivent en Italie et quelles sont leurs histoires. Donc, le centre Astalli, à l'occasion de cette Journée mondiale des réfugiés 2020, a lancé la campagne de sensibilisation qui est intitulée « Dans chacun, il y a la trace de l'autre ». Ce titre reporte les paroles du pape François que le pape François avait écrit au centre Astalli. Donc, cette phrase, in ognuno la traccia di ognuno, donc dans chacun il y a la trace de l'autre, est retirée d'un poème. Donc, qui exprime, voilà, par le biais des expériences de personnes, que dans chacun, il y a une trace de l'autre. Donc, quand on pense à ça, on pense aux réfugiés que nous rencontrons dans les centres de support à Rome.
les réfugiés nous l'apprennent et cette pandémie aussi. Comme dit le pape François, nous sommes tous dans le même bateau, sur la même barque, personne ne se sauve. Ceci veut dire, en d'autres termes, que nous sommes tous en relation les uns avec les autres. Nous sommes comme dans le centre de Astalli, là où nous accueillons les femmes. Nous sommes tous comme de nombreux fils colorés qui forment un tissu, une étoffe. Vous voyez dans la photo les femmes qui ont travaillé sur les masques. Dans la Casa de Georgia, il y a actuellement 30 femmes qui travaillent. Zainab Lin, Fatou, Demos qui viennent de la Niger, de la Somalie, de la Chine, de l'Érythrée. Les femmes qui ont traversé de nombreuses frontières, le désert, la mer, la Méditerranée, qui ont vu leurs compagnons de voyage mourir. Donc, la plupart aussi sont des victimes d'abus et elles nous enseignent que l'espérance ne meurt pas. Le pape François parle beaucoup de leur espérance. Nous expérimentons ceci chaque jour. Donc, à la maison de Georgia, il y a aussi Juliette. Juliette est une jeune femme de 20 ans. Elle a échappé au Niger. Elle est arrivée en Italie. Elle a été accueillie. Et Juliette avait un rêve voilà, son rêve était de devenir couturière, de travailler avec l'étoffe. Et grâce à un projet du centre Astalli, elle a pu faire un stage de formation. Et puis ensuite, à cause du Covid-19, elle ne pouvait plus aller à l'atelier de couture pour pratiquer ce qu'elle a appris durant le cours. Donc là, elle a voulu faire quelque chose dans la maison de Georgia. Donc l'idée est venue et que Juliette voulait partager avec toutes ses amies. Voilà, c'est l'idée qu'on va exposer bientôt. Donc cette campagne de solidarité est devenue la campagne du centre Astalli et où nous avons invité toutes les personnes qui nous connaissent à faire partie de ce projet. Nous sommes convaincus que le confinement nous a permis de valoriser davantage la solidarité, soit pour la situation que nous avons eue en Italie, mais aussi partout dans le monde, pour cet isolement, pour cette difficulté, de sentiment de désespoir, etc. Et de là, c'est là que la campagne a été inspirée. Nous avons voulu lancer un message positif d'espérance. Nous avons voulu montrer au monde que les filles jeunes de 20 ans peuvent contribuer, peuvent rêver, peuvent le faire et qu'elles ont su mettre leurs compétences au service des autres. Moi, je dis toujours aux femmes réfugiées qu'un jour arrivera où elles le sont déjà très reconnaissantes sur les personnes qui les accueillent. Donc voilà. Notre responsabilité est de garantir les droits de ces femmes, d'accueillir, d'inclure, comme le dit le pape François, comme dans la grande famille du service jésuite des réfugiés. Il y a beaucoup de beauté dans la rencontre avec ces femmes. L'atelier est au centre Astalli. Cette beauté est valorisée et partagée avec plusieurs personnes et voilà. Et nous essayons de communiquer tout ce que nous vivons.
mais aussi de donner plus de voix aux réfugiés. Nous croyons beaucoup à la communication, nous croyons beaucoup à ce que représentent ces femmes, ce qu'elles peuvent contribuer, ce qu'elles offrent à la vie italienne. Il est important, voilà, on va écouter Juliette maintenant. Donc voilà, le vidéo, je vous prie de mettre le vidéo en direct. Ciao, mi chiamo... Salut, je m'appelle Juliette, je suis nigérienne, j'ai 23 ans, je suis en Italie depuis 4 ans, je vis à la maison de Giorgia. L'année dernière, j'ai suivi un cours de couture pour devenir couturière. À mars, j'ai commencé un stage de formation. Ça a duré peu de temps. À cause du Covid-19, j'ai essayé de faire quelque chose à la maison parce que je n'ai pas voulu rester comme ça, sans rien faire. Donc, avec d'autres personnes, nous avons pensé de créer des masques et comme ça, on a commencé un atelier de couture à la maison de Giorgia. Au début, j'étais toute seule. Ensuite, les autres filles ont commencé à m'aider. J'espère bien continuer dans ce domaine parce que j'aime bien devenir une couturière. C'est ma passion. Au revoir. Ça, c'était l'histoire de Juliette. Juliette savait qu'aujourd'hui, on va parler de ça. Elle était ravie de partager son expérience et de faire passer son message. Cette campagne, pour nous, a un sens qui va au-delà de la communication qui vient faite sur les réseaux sociaux. Les masques sont faits par plusieurs réfugiés et ceci, en quelque sorte, nous rend notre communauté vraiment globale parce que les filles arrivent de plusieurs centres. Nous sommes tous importants dans la vie les uns des autres. Donc, bien sûr, je vous invite à utiliser le hashtag Tracce Solidali pour parler de cette campagne. Pour nous, il est important de donner la voix à qui n'a pas une voix en Europe, en Italie. La voix des réfugiés manque, ils ont des messages, des histoires à raconter. Ils sont forts, ils sont courageux, ils sont jeunes, ils ont la force, ils vont vraiment, vraiment changer leur situation de pauvreté. Nous sommes appelés à les accompagner, à les écouter. L'exercice que nous devons faire est laisser de l'espace dans notre tête, d'éviter les préjugés, d'éviter les jugements communs, le pourparler, parce que la société italienne est habitée actuellement par cette angoisse, cette peur contre les réfugiés et nous sommes en train de créer des espaces où ces réfugiés peuvent se sentir protagonistes. Merci et bonne journée mondiale des réfugiés. Merci Donatella. C'est une très belle campagne et le vidéo montre le travail que vous êtes en train de faire et la beauté de la rencontre. Merci. Notre intervenant dernier est le père Thomas, qui est directeur international du service jésuite des réfugiés. Il est né au Sacramento, en Californie. Il a été ordonné prêtre jésuite en 86. Son ministère a été concentré sur le développement communautaire. En 99, il a été nommé provincial des jésuites de la province en Californie pour un mandat de 6 ans.
Entre 2006 et 2014, il a été président de la Conférence des Jésuites des États-Unis, coordonnant les projets nationaux et internationaux des provinces jésuites américaines. Il a également travaillé avec le service jésuite des réfugiés à Masisi, en République démocratique du Congo, en 2015. À toi la parole, Père Tom. Merci, Maria. Merci pour cette occasion, pour être avec vous tous aujourd'hui, pour la Journée mondiale des réfugiés. Je voudrais remercier Carolina parce que tu nous as rappelé qu'il s'agit de la protection des plus vulnérables entre nous, qu'ils ont besoin de protection, ils ont besoin d'aller en avant. Sœur Carmen, merci d'avoir parlé aussi de la situation en Grèce. Je suis aussi particulièrement touchée par la situation de ceux qui sont sans abri dans la rue. J'ai parlé avec un réfugié il y a quelques ans. Elle m'avait dit je suis vraiment fatiguée d'être nommée, d'être appelée réfugiée. Taban, merci pour ton témoignage. Merci parce que tu nous rappelles que les personnes déplacées ont une direction, ils ont un espoir, une espérance, ils peuvent changer leur situation. Et Donatella, merci aussi parce que tu nous as parlé de la campagne que le centre Astelli est en train de mener maintenant, mais aussi de plusieurs campagnes que le centre avait menées pour s'assurer que la beauté de la rencontre peut être toujours incluse dans la réalité du monde aujourd'hui. Si je dois réfléchir un peu sur la Journée mondiale des réfugiés et je réfléchis à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il est important de réaliser que c'est vraiment un moment spirituel, que le Seigneur est avec nous durant ce défi. Et je voudrais partager avec vous quand je pense à la distraction, à la tentation et comment on peut s'immerger dans ça et comment on peut aller en avant et témoigner la présence de Dieu dans tout ça. Les photos que vous voyez maintenant sont des photos de personnes que nous servons dans le service Jésus des réfugiés qui viennent de lieux différents, de situations différentes. Je voudrais dire que le Covid peut être une distraction. Oui, nous avons besoin de servir. Oui, nous avons besoin de répondre aux besoins. Mais le Covid ne change pas la réalité de notre monde. Il y a des millions de personnes déplacées. Il y a beaucoup d'injustices entre les personnes de couleur, de classes différentes, dans les différentes sociétés. Le Covid a un peu dévoilé la situation. Nous avons besoin de garder à l'esprit la valeur, l'espérance des personnes déplacées ont et qu'ils veulent partager avec les autres. Donc, le Covid est important, mais la réalité plus profonde est toujours présente. Ça, c'était une distraction. C'est juste une tentation. Vous avez bien sûr entendu des statistiques dernières sur le nombre de personnes déplacées que l'organisation internationale avait émis cette semaine. 79 millions de personnes. Donc, il y a 60% qui sont déplacés dans leur propre pays. Vraiment, nous pouvons être désespérés par ce nombre, par cette augmentation, et nous pouvons nous demander qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, il y a des millions qui sont déplacés, mais ils sont toujours moins que le 1% du numéro de toute la popularité, la population sur la Terre. Donc, chacun de nous peut faire quelque chose. Il n'y a pas de crise de réfugiés.
il y a une crise d'administration, une crise de partage des ressources, nous pouvons faire un changement, nous pouvons effectuer un changement. Comment on fait ceci? Le numéro peut être un peu très fort, mais on peut commencer par faire une petite chose. En accompagnant les personnes qui demandent la nourriture, les femmes que sœur Carmen avait citées, c'est faire une chose, c'est cheminer avec les personnes, échanger et trouver la face du Christ. Oui, pour les distractions, oui, pour toutes les difficultés, mais soyons reconnaissants pour tout ce qui nous a mis ensemble, portés ensemble. Prions ensemble pour pouvoir soutenir et accompagner, promouvoir et accueillir les personnes déplacées et allons en avant pour s'impliquer davantage à faire une petite chose. Merci beaucoup. Thank you, Father Tom. Merci, Père Tom. Turn also our campaign to be Merci not parce just que, one day, but all the time. parce que vous nous invitez à faire une chose pour We'll changer. open up the question Maintenant, and on va answer. laisser de la place aux So, questions. Patricia, tu vuoi Patricia, est-ce que tu veux... I mean, thank you, Maria. I think Merci, Maria. we might ask so many things. You know, it was really moving to Je pense listen qu'on different peut poser beaucoup de perspectives. questions. I C'était vraiment couple touchant. there are a lot of comments and Entendre I toutes ces try histoires. to J'ai lu remind beaucoup the de speakers to commentaires. read the comments Euh, because they are mais meaning je voudrais inviter les I speakers saw a couple à of répondre aux questions. questions. You know, just Je vais choisir for quelques the questions parce speakers, que et puis every ensuite passer speakers, la you parole know. pour And one came from aux intervenants. Sister Yolanda asking what Il y a kind une of question de sœur community Yolande. we need De to quelle welcome communauté into nous Rio. avons And it besoin was more pour être actually from accueillants Sister Carmen et reflection. aimables? I saw another one, but it was very at the beginning. Yeah, I think it's okay because there was one very at the very beginning and we have just a few minutes, Maria, so we Yes, can nous leave avons quelques minutes, donc on va 1 laisser. minute to our Donc voilà, on va laisser speakers question, and then une minute Sister pour Park chaque for the intervenant conclusion, let's say. et on va passer ensuite la parole à Sister Park pour la conclusion finale. We can follow the same order as before if you agree. So we can leave, Voilà, nous Carolina first, Carmen pouvons second, donner la parole and à then Carolina, just ensuite let's follow. Carmen, Is that ensuite okay, Maria? le frère Great. Taban. Ça va, c'est bon? Carolina, could you please open? Okay. Yeah, that's a very good question. When thinking about what kind of community we need, C'est une très bonne question. De quelle communauté nous avons besoin? Je pense que nous avons besoin d'une communauté qui porte un regard sur les autres, sur les personnes déplacées, sur les réfugiés, un regard de fraternité, non d'étrangers, et de les traiter avec dignité, comme si c'était vraiment ton frère, ta sœur, pas comme une personne qui est étrangère. Je pense qu'il faut qu'on dépasse ces conditionnements. Et c'est ce que le pape François nous invite à faire. Il nous invite, puisque nous sommes tous dans la même barque, donc affronter l'incertitude, l'incapacité de rencontrer de confronter le futur, l'avenir, donc apprendre de nos expériences et être ce genre de communauté envers les personnes displacées. Donc, traiter les autres comme nous voulons nous traiter. Donc, je reviens sur les papes du pape François, accueillir, protéger, promouvoir et intégrer.
parce que chaque verbe contient beaucoup de sens et d'actions concrètes en soi. Donc, d'accueillir et d'aller au-delà, de protéger et de promouvoir en tant qu'humains ces personnes, de les aider dans l'intégration, de leur donner du boulot, de les mettre, de les traiter en tant qu'égales. Voilà, c'est le genre de communauté dont nous avons besoin. Voilà, les 4 verbes sont très importants. Saltamos al español. On passe à l'espagnol. Contestar esta pregunta con la palabra Je que crois, creo que todos conocemos, je crois qu'il faut affronter cette question avec la parole que nous connaissons tous. Ubuntu. Euh, Yo creo que lo que necesitamos es una comunidad nous nécessitons d'une communauté nos respetemos, que nous respectons, que nous agissons en union, que tout ce qui passe à l'autre peut être aussi dans ma vie. Donc, traiter l'autre comme égal, savoir que nous sommes tous égaux, avec une simplicité. C'est ce que le pape François nous demande de faire, de se traiter en tant que personne digne. Je suis ravie de faire partie de ce programme et d'avoir partagé ce que j'avais dit, ce que veut dire être humain. Ce que je peux dire maintenant, c'est de quelle communauté nous avons besoin. Il y a beaucoup de genres de communautés, mais c'est prendre à cœur la dignité humaine. Quand nous partageons la même dignité avec tout le monde, nous réalisons que nous pouvons travailler ensemble, collaborer ensemble, renouveler, remettre toutes les personnes ensemble. C'est une expérience très importante parce que parfois on vit dans des contextes différents et les contextes ne se ressemblent pas. Donc, plus nous arrivons à être unis, plus nous arrivons à porter nos contextes à une égalité, en collaborant, en coopérant, voilà, pour mener le respect de chaque humain. Merci. Maria, just a note from the chat. Some people are asking if we can share the testimonies of. Il y a des gens qui demandent dans le chat si nous pouvons partager les expériences des intervenants. Donc, si vous nous donnez la permission, nous allons partager les témoignages de nos intervenants sur le site. OK. On va discuter ceci, puis on se met d'accord. On peut conclure en passant la parole à Sister Pat. Sister Pat Murray de la WISC. Je vous donne la parole. Merci. Je parle en tant que secrétaire général de l'Union internationale des supérieurs générales. Je suis ravie et j'ai l'honneur de remercier nos intervenants, Caroline, Sœur Carmen, Taban, Pertom et Donatella, mais particulièrement de dire combien cette initiative est importante entre le Centre jésuite des réfugiés et la WISC
Comme nous le savons, nous avons beaucoup de religieuses qui travaillent dans le service des jésuites des réfugiés. Et je crois que c'est une forme de collaboration et c'est une forme que nous adoptons pour former vraiment une communauté en tant qu'individu et en tant que groupe. C'est de pouvoir créer ce sentiment de cheminer les uns à côté des autres, d'être unis. Nous avons besoin les uns des autres. Comme nous l'avons entendu et dans le contexte de la Journée mondiale des réfugiés et de notre présentation ce matin, nos cœurs sont touchés, nous sommes sollicités aussi à l'esprit. Nous avons accueilli plusieurs témoignages. J'ai devant moi quelques mots, des mots qui m'ont particulièrement touchée, des trucs, des choses, des initiatives qu'on peut faire tout seul, écouter, rencontrer, respecter la dignité, cultiver l'espérance, se confronter à nos peurs, prendre des actions pratiques, concrètes, accompagner, écouter, être proche d'eux, donner de l'espace, créer des espaces. Je vais terminer avec Father Thomas. Il avait dit de commencer à faire une chose. Et je crois que nous pouvons laisser ce webinaire en pensant à entreprendre une seule activité. Peut-être une conversation avec quelqu'un. Comment nous faisons partie d'une communauté humaine, que nous avons besoin de cheminer ensemble, d'être proches des personnes déplacées, réfugiées. Pas dans le sens de compassion, mais aussi dans l'ouverture complète à notre proche. Donc, parce que les jugements, certaines sociétés, réalités, nous ont poussés à nous fermer, à avoir des jugements. Et il est temps que nous sortons de tous nos préjugés et de nous introduire dans cette communauté mondiale humaine où l'espérance est cultivée et pour permettre de cheminer ensemble en tant que frères et sœurs. Donc, je suis vraiment reconnaissante au service jésuite des réfugiés pour tout le travail que le service effectue dans le monde entier. Et aussi, je suis ravie d'être un de vos collaborateurs en tant que WISC. Et j'espère collaborer davantage dans le futur. Merci. Merci, Sœur Pat, pour cette conclusion. Nous sommes aussi ravis de vous avoir comme partenaire. Merci pour tous les intervenants, pour tout le monde, pour tous les participants de partout dans le monde. Nous allons rendre disponible, accessible sur nos sites web, soit sur celui du service jésuite des réfugiés ou de la WISC, de revoir les interventions de nos speakers aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bye bye. Merci à nos traducteurs, à nos intervenants. Merci beaucoup. Merci aussi à mes collègues, Sœur Florence, qui est le chef de la partie technique. Merci, bonne journée mondiale des réfugiés. Au revoir.